Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Carrière. Une émission best-of qui revient sur les moments qui vous ont marqué durant les éditions précédentes. Aujourd'hui, nous parlerons d'entrepreneuriat, nous parlerons de santé, d'hygiène et de salubrité. Vous aurez un moment sport, spécialement du football. Et puis, en fin d'émission, ne manquez pas les conseils du coach. Je vous propose de regarder le sommaire déroulé par Lionel Messi. Au sommaire de Carrière ce jeudi, Sophie Ngambimbok et Suzanne Guinet sont dans la rubrique Entreprendre. Ces deux femmes mettent en avant leurs idées novatrices et leur passion entrepreneuriale au service du Cameroun. Pendant des années, ils ont porté le maillot vert ou jaune et ont hissé le drapeau camerounais au sommet du monde. Thomas Nkono et François Omambiyik, deux héros du mondial 1990, se dévoilent dans un portrait croisé exceptionnel. Et enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemen dit comment déléguer efficacement sans perdre le contrôle. En entreprendre, deux femmes, Sophie Ngambimbok et Suzanne Guinet. L'une milite pour une éducation inclusive à travers son association pour enfants autistes. Et l'autre propose des solutions pour l'assainissement de l'environnement. Regarde. Ah yeah, come and on this one again. No, no, no. To mama, say I love you, yeah. Bonsoir, bienvenue sur Horizon.net. Horizon.net, c'est une entreprise qui est pour l'assainissement et le bien-être. Je suis Madame Suzanne Guinet, je suis fondatrice de cette entreprise. Sweet mama, I love you, die. Sweet mama, yeah, I love you, yeah, yeah, yeah. Sweet mama, say I love you, yeah, yeah, yeah. Je suis d'origine camerounaise. J'ai fréquenté au Cameroun jusqu'au lycée. Ensuite, je suis allée en France m'installer où j'ai continué et j'ai terminé mes études secondaires. Toute petite, je savais déjà que je voulais être hôtesse de l'air. J'ai passé mes sélections chez Air France, j'ai été chez Air Liberté, d'où j'ai commencé à voler jusqu'à ce qu'ils arrêtent qu'ils cessent l'activité. Par la suite, j'ai eu un enfant. Donc l'arrivée de ce petit bonhomme m'a vraiment chamboulé un peu dans les choix. Et il se posait un peu le problème de garde. Donc du coup, j'ai opté, tant bien que mal, à me reconvertir. Et j'avais deux choix. Soit de revenir au Cameroun. J'avais déjà une petite idée parce que pendant ce temps que j'étais en Europe, je venais tout le temps en vacances au Cameroun. Et je me suis dit, mais ça va faire 20 ans, 25 ans que je suis en Europe. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si je décide de rentrer, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je regardais. J'ai commencé d'abord par faire un petit commerce.
J'ai dit non, vendre des vêtements. Dans mes valises, je ramenais toujours des vêtements pour vendre de la mode. J'ai dit, c'est pas ça. Et chose faisant, je suis quelqu'un qui est un peu épicurienne. Hein. J'aime quand ça sent bon. Oui, et je me suis dit, ah tiens, c'est un créneau. Pourquoi en Europe, ça sent bon, c'est propre? Et pourquoi quand nous, on vient ici, dans un bureau, on rentre, c'est pas toujours ça la propreté. J'ai dit, bingo, ça doit être un créneau. Et alors, petit à petit, j'ai commencé à me renseigner comment, les démarches, comment, pourquoi, quels produits et tout. Et en même temps, je voulais apporter quelque chose qu'on ne trouvait pas ici. C'est-à-dire les produits, la qualité des produits. Parce que quand on regarde bien en Europe, on est très à cheval sur la qualité des produits qu'on utilise, que ce soit en nettoyage, en assainissement. Alors j'ai contacté le meilleur dans le domaine en France et on a signé un partenariat et on a commencé à travailler. Je vous apporte vraiment le pédigré au niveau de l'assainissement, quoi. Et pour cela, nous avons pensé, même par exemple pour les fourmis, on a des gels comme ceci. Pour les rongeurs encore, ça c'est un spray. Pour tous ceux qui ont des belles voitures, ça ne sert à rien qu'une souris vienne vous ronger un câble et ça vous coûte après très très cher. Ceci répond vraiment à ce problème, quoi. Même pour les serpents, les lézards, on a un peu pensé à tout, avec toujours des produits vraiment qui répondent aux normes internationales. Pour les serpents, on a un grain qui sont aux huiles essentielles. Vraiment, on fait tout pour utiliser des produits qui n'agressent pas la nature, qui n'agressent pas l'environnement et surtout l'être humain. Par exemple aussi, pour les moustiques, nous avons des trucs comme ceci, ou à la citronnelle. On a des repulsifs comme ça, mouches, ultrasons. On a pour les fosses septiques un entretien annuel. Au lieu, par exemple, de faire des vidanges tous les ans, on les utilise, on tire et ensuite, ça va broyer tout ce qui est à l'intérieur dans les fosses septiques, quoi. Ce sont des produits vraiment qui sont très, très prisés pour un assainissement. Parce que le luxe commence d'abord par l'environnement dans lequel nous vivons. You taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, mama. You taught me how to pray, mama. Sur le terrain, mon travail est facile. Mais c'est en amont que mon travail n'est pas facile. Parce que pourquoi? Parce que le client, on doit lui montrer l'importance. Pourquoi il paye? Parce que nous faut dire, nos produits ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est des produits qui ont un certain prix, ça il faut le dire aussi. Dans mon cas, ça a été bien accueilli parce que dès que je parlais aux gens, je vais assainir avec des produits écologiques, biologiques, qui sont sans danger pour l'humain, l'environnement, ce sont des produits non allergènes. Chacun me dit, ah bon? Et je leur disais non, oui, et surtout, ça ne mouille pas, ça ne va pas vous intoxiquer. Tout le monde était intéressé. Quand on a déjà eu un discours tel que celui-là pour la santé avec le client, sur le terrain, c'est très très facile parce que c'est un appareil qui est automatisé. L'être humain ne fait presque rien. On arrive, on branche, on prend le volume de la pièce, on diffuse, c'est par gaz sec, et puis on sort. Après, le technicien il vient, il reprend la machine, il sort, et puis c'est tout. On laisse juste le temps de pause, 1h30 par contre. Le temps que le produit s'imprègne bien des murs, des meubles pour faire son travail. Et après, 1h30, on rentre travailler tranquillement. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi, et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Pourquoi j'ai choisi de revenir au Cameroun? Parce que déjà, je suis d'origine camerounaise, il faut dire. Et j'aime beaucoup le Cameroun. Et je décide de rentrer parce que je veux apporter ce plus-là. Parce qu'il y a un potentiel au Cameroun. On a une classe moyenne qui a vachement grandi. Et il y a la population. On pense au bien-être d'abord de la population. Moi, mes produits sont vraiment destinés pour la population. Le conseil que je donnerais aux compatriotes qui veulent revenir, parce que ce n'est pas tout le monde, il faut bien voir, pour ceux qui veulent vraiment revenir, c'est de bien mûrir leur projet, vraiment de bien mûrir le projet et de faire d'abord des essais, de venir en plusieurs temps. Ne venez pas une seule fois avec tout, non. Venez, faites 3 mois, rentrez, préparez le terrain vraiment
Et je pense plus qu'on a plus à gagner au Cameroun. C'est un terrain vierge, on peut vraiment bâtir. Et c'est nous qui devons bâtir notre Cameroun. Bonjour, bienvenue chez nous. Je suis Sophie Gambimbok, promotrice du premier camp de vacances pour enfants autistes et sans autisme. Il faut dire avec l'article, parce que s'il grandit, il ne va pas dire voilà chat, il va dire voilà le chat. Donc quand tu lui montres, tu lui dis l'écureuil, l'abeille, la poule, d'accord? Voilà, c'est bien, continue, c'est très bien, Ève. L'autisme, c'est quelque chose de très particulier. Pour être plus clair, il faut parler de spectre autistique. Un spectre, c'est très très large. Donc, on trouve plusieurs façons, si je puis m'exprimer ainsi, d'être autiste. Vous mettez 10 autistes à une table, aucun n'est pareil. Ils ont des particularités techniques, médicales qu'on repère, qui se ressemblent, mauvais regard, une attention très très faible. Mais chacun d'eux a ses particularités. Ce n'est pas une pathologie qu'on peut soigner, ce n'est pas une pathologie qui s'attrape par un virus ou par autre. On est comme ça, c'est un trouble neurologique, les fonctions du cerveau sont plus ou moins altérées. Donc il faut une éducation spécialisée et adaptée à chaque cas. À tout seigneur, tout honneur, je pense que c'est le premier véritable camp construit pour les enfants autistes. Ce n'est pas qu'on fait un camp de vacances et on accueille des enfants. C'est d'abord pour eux. La véritable particularité, c'est que nous accueillons aussi des enfants sans autisme pour leur apprendre le vivre ensemble, leur donner véritablement une base de société. Ils côtoient des enfants qui sont handicapés. Et ces enfants handicapés côtoient des enfants qui ne le sont pas. Et au milieu de ce groupe, on a tous les acteurs qui font le fait qu'on ait une prise en charge correcte. C'est-à-dire l'orthophoniste qui intervient. Et quand l'orthophoniste intervient pour ces enfants qui en ont véritablement besoin, il prend la peine de prendre aussi les enfants qui n'en ont pas besoin. Ça leur montre comment on travaille avec ces enfants et ça leur inculque les bonnes règles de tous les jours. Ça veut dire s'ils ont un petit camarade autiste avec eux en classe ou un frère à la maison, ils ne lui diront plus « ne parle pas comme ça, tu ne sais pas faire ça ». Ils auront vu que l'orthophoniste passe par des jeux, par des petites techniques très agréables pour essayer de communiquer ou amener à la communication avec ces enfants-là. Donc ça crée le lien, c'est ce qu'on cherche chez les autistes, les sortir de leur bulle pour créer un lien. Je ne suis soutenue par personne à part ma famille et souvent des amis. Mais il faut dire que les parents de ces enfants font des gros efforts financiers parce que l'État est totalement absent. Absent pourquoi? Je ne sais pas si c'est une volonté, je pense plus que c'est quelque chose qui n'a pas été encore véritablement touché du doigt. Et il faudrait que ça se fasse très rapidement parce que nous sommes en train d'arriver sur une situation vraiment de santé publique, quasi même de pandémie. Donc il faut que l'État véritablement s'engage, mais en réalité, nous n'avons aucun soutien. L'autisme n'est pas une fatalité, c'est un être qui arrive comme il est. Et l'avantage de ce petit être vivant, c'est qu'il évolue. Quand il est bien pris en charge, quand son handicap est accepté par la famille et qu'il n'est pas subi, quand on se responsabilise, on adapte son éducation, on arrive à un résultat toujours très intéressant. C'est des êtres qui sont en perpétuelle évolution. Donc il ne faut pas se braquer, il ne faut pas se fermer, il faut accepter le handicap de son enfant et aller de l'avant. À l'endroit des décideurs, c'est un véritable cri d'alarme que je pousse. Dans chaque famille, c'est une naissance à peu près sur 100. Quand on détecte l'enfant, il se pourrait que ce soit redescendu maintenant à une naissance sur 50 quand on détecte réellement. Donc si les décideurs pouvaient véritablement prendre en cause le handicap mental, plus particulièrement l'autisme au Cameroun, mettre les structures adaptées à la disposition des parents, former les éducateurs, former les médecins à la détection
précoce de ce trouble, mettre en place des choses qui donneraient leur chance d'intégration à ces enfants, surtout que ces enfants ne finissent pas enfants, ils deviennent adolescents, ils grandissent et ils vieillissent. En fait, ne pas mettre tout en œuvre pour qu'une partie de la population ne soit pas mise sur le côté. Et l'autisme est un fléau qui regarde tout le monde, nul n'est à l'abri. Ce n'est pas une maladie qui s'attrape, donc qui peut s'éviter, nul n'est à l'abri. Donc il faut prendre les choses véritablement très vite, très fort pour pouvoir insérer les personnes autistes dans la vie de tous les jours. « 1990. Malgré des conditions de préparation difficiles, 22 lions quittent la savane africaine pour chasser sur des terres inconnues. Voici leur histoire. Messieurs et chers lions indomptables, grâce à vous, le Cameroun aura été la grande révélation de la Coupe du monde de football. Le Saint-Esprit m'a dit, bon, pour tout ce que tu as abattu, va donner la joie à tous ces spectateurs. Même dans nos rêves les plus fous, personne n'avait espéré ce qui s'était passé. Les premiers moments en Yougoslavie n'étaient pas en rose. Quand le ballon sortait hors de limite, on l'attendait parce qu'on n'avait pas de ballon. Dans les vestiaires, les Argentins veulent nous intimider. Он не особенно, когда первый раз ему на грудь Массинг наступил, там, Марадона успокоился. Le but que Mam rate à la dernière seconde par talonnade, tout le stade s'est levé. On n'est pas conscient à un moment donné qu'on est à 8 minutes de l'histoire. On est à 8 minutes du bonheur suprême. On est à 8 minutes de la qualification. Avant le match, le président nous a envoyé des félicitations. Et dans cette note, il disait, digne fils du Cameroun, votre réception à partir de maintenant sera la même que si vous gagnez la coupe. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est dans quelques jours seulement.
Actualité oblige, laissez-moi vous faire redécouvrir les parcours atypiques de deux sommités du football camerounais. Ceci bien sûr en prélude à la projection du film documentaire intitulé « La fabuleuse Odyssée des Lions Indomptables 90 » qui se déroulera le 8 novembre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Tout de suite, je vous propose de redécouvrir la success story de Thomas Nkono et de François Omambiik. Regardons. Il a contribué à sa manière à graver le nom du Cameroun en lettres d'or dans l'histoire du football mondial. Cette légende du ballon rond se fait affectueusement appeler O par les siens. C'est ma chère maman, maman Madeleine. Lui était d'abord trop maternel, parce que quand j'accouche, c'est comme s'il veut bercer les enfants. Quand je le regarde comme ça, c'est comme s'il sait ce que je vais lui dire. Donc, il a été un enfant d'abord doux de naissance. Pour moi, il n'a pas changé. On a grandi ensemble, il est toujours le même envers moi. Il n'a pas changé. C'est un garçon qu'on a encadré quand il était encore très petit, parce qu'en fait, moi j'ai l'âge de son frère aîné, Omambiik, et puis nous on jouait au football pendant que lui était encore ici. François Omambiik, pour moi, c'était pas un coéquipier, c'était un frère. Donc nous avons passé des bons moments ensemble, surtout à l'équipe nationale du Cameroun. Et surtout l'aventure de 1990 qui pour moi est restée gravée dans les mémoires non seulement de nous autres, mais je pense que de beaucoup d'autres personnes dans le monde. Je n'ai pas eu la chance d'être retenu en équipe nationale en 1985. Et en 1985, on parlait déjà beaucoup des frères Biik, André et François. Après le Puma, ils sont venus l'un dans le canon, l'autre dans le diamant à l'époque. Et François, c'est très tôt devenu une, je ne dirais pas légende, mais un joueur de référence pour tout le monde. Il est 14h, le 21 mai 1966, à Sak-Bayémé, un village de la commune de Puma, situé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, quand vient au monde ce champion au fabuleux destin. Vous voyez, ça, en principe, quand je viens au village, j'arrive vers 8h pour boire le vin de palme. C'est ici, à l'école publique de Puma, qu'il fait ses premières classes. J'étais le spécialiste du dernier banc. Ouais, le Chaba. C'est pas parce que j'étais un mauvais garçon où je troublais, mais je me sentais à l'aise là-bas. Je me débrouillais toujours à avoir 10 de moyenne. 10 sur 20. Ça m'allait. Son certificat d'études primaires et élémentaires en poche, il entame les études secondaires dans ce collège où son défunt père fut professeur de français. C'est ici alors que mon feu père, M. Biik, est rayé à maître. Il était enseignant, professeur de français. Alors qu'il poursuit ses études, sa passion pour le ballon rond s'accroît elle aussi. Ses premières expériences en compétition sont d'ailleurs nées ici. Les premières, c'est les Jeux au sucre. On partait sur EDA et on gagnait la catégorie qu'on avait. Donc, c'est de là d'ailleurs que les gens de Puma Football Club ont eu l'idée de créer Puma Football Club. Après le BEPC obtenu à la surprise de tous, il souhaite intégrer le lycée classique d'EDA, mais n'obtient pas le concours d'entrée.
C'est finalement au lycée technique de Douala qu'il pose ses valises pour la suite de ses études. Mais son rêve de se former en mécanique s'envole peu à peu au profit d'une carrière de footballeur international. Au premier trimestre déjà, je suis appelé en équipe nationale junior. Beaucoup de stages, très peu de cours. Je rêvais à l'époque de faire de la mécanique. Au premier trimestre, j'ai 10 de moyenne, 10 sur 20, donc moi je suis content. Et le proviseur de l'époque, Madame Dipita, elle mentionne sur la mention du proviseur, n'est pas venu à l'école pour faire du foot, devrait choisir. Donc au deuxième trimestre, des voyages pour aller faire de la compétition. Je n'ai pas pu composer. À la fin du trimestre, il faut présenter le bulletin de l'année scolaire. Alors comment je vais dire à mon père que je n'ai pas de bulletin parce que je n'ai pas composé. Donc, je le dis d'abord à ma deuxième maman, Madeleine, écoute, je n'ai pas composé, j'ai pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Elle communique à ma mère, donc les problèmes commencent. Je les laisse. Quand même, ces deux dames allaient affronter le papa, donc qu'il est informé. C'est pas possible. C'est la ceinture. Avec le football, qu'est-ce que tu peux devenir? Le football, c'est pour les rater et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Entre les études et le foot, le choix est vite fait. Après, je parle au responsable de Puma Football Club. Mais je l'ai dit, écoutez, à ce rythme, c'est plus possible de continuer les études. Il faut faire quelque chose. On me dit, il n'y a pas de problème, on va te trouver du travail. Alors je l'informe à mon père, il me dit, on va te trouver quel travail? Dans quelle société tu vas faire quoi? Avec le BPC? L'année scolaire finie, donc je suis renvoyé pour absentéisme. Au début de la prochaine année scolaire, alors on me trouve un poste à la CAMSHIP. Je ne sais plus aujourd'hui si ça s'appelle encore CAMSHIP. C'était René Mbayen qui était le directeur général. Donc il était supporter dirigeant du Puma Football Club. Nous habitions, mon frère et moi, chez Mathilde Harbe, qui était sage-femme, qui avait sa clinique à Douala. Donc on a passé l'année suivante en deuxième division comme ça. C'est là où les sollicitations des clubs de première division, le Canon, le Tonnerre, Lyon, l'Union, Dynamo, ont commencé à apparaître. Donc chacun a commencé à étudier les possibilités. À travers Jacques Songo et Koundé Emmanuel, les dirigeants du Canon font appel. Sur le terrain, la première année, je marque beaucoup de buts, on gagne la finale, on gagne le championnat. Je suis élu ballon d'or camerounais. Donc on joue la Coupe d'Afrique, on est éliminé en demi-finale par une équipe égyptienne. Donc voilà, c'est parti. Il y a un tournoi qui est organisé ici, à l'époque par Njoléa. Donc ça réunissait 4 équipes européennes qu'il invitait avec 4 équipes camerounaises. Donc ça se jouait dans les Yaoundé. Nous, on a eu la chance de jouer ici avec Laval, avec Nancy. Donc voilà, j'ai été à ce tournoi vraiment époustouflant. Et avec Claude Leroy qui était déjà devenu entraîneur de l'équipe nationale, qui avait joué à Laval. Et il dit au Laval, écoutez-moi, ce mec-là, prenez-le tout de suite. Alors sa carrière prend une tournure importante dont les meilleurs moments restent gravés en lui. Avec le Canon, on va jouer au Bénin. On part là-bas, je pense que c'était 3-0. Donc au retour, on avait eu tellement d'occasions qu'on ne comprenait pas comment on peut. Alors les dirigeants décident une promesse. Un but, 1 million. Alors, à l'époque, en 85, 84-85, donc dès que les dirigeants ils s'en vont,
Koundé nous réunit et dit écoutez, un but, 1 million. Les gars, là, ça c'est une prime qu'on ne peut pas laisser. On en met ce jour-là, je pense, 8 et je marque 4 buts. C'était extraordinaire. Et tout de suite, dans les vestiaires, la prime est payée tout de suite. L'aventure se poursuit. L'incroyable expédition de 1990 semble à portée de main. On joue les éliminatoires de la Coupe du Monde. 90, on a le Nigeria, le Gabon. Dans notre poule, ça commence plutôt mal. Il faut aller chercher des points à l'extérieur et à domicile. Je me rappelle, contre le Gabon, ils nous avaient gagné déjà ici en Coupe de l'UDEAC avec beaucoup de mes camarades. Certains n'étaient pas là. On part là-bas. On surnomme ce voyage, jusqu'aujourd'hui les Gabonais en parlent, expédition primitive. Expédition primitive. Allez, on est parti d'ici en avion militaire, le jour du match. On arrive, on est accueilli par l'ambassadeur. On va manger chez lui. On se repose un peu dans les matelas. On va au stade. On les fait 3-1 là-bas. On gagne 3-1 et on prend l'avion. Retour à Yaoundé. « 1990, nous y sommes. En match d'ouverture de la Coupe du Monde, le Cameroun rencontre le tenant du titre, l'Argentine de Diego Maradona. La veille de match déjà, je suis en train de faire une interview avec un journal Ouest France. Après, je sens la température qui monte. Alors le mec, il me voit en train de suer. Il me dit, oh, ça va pas là. Je dis que non, effectivement, ça va pas. Il me dit, écoute, on arrête là, on reprendra après le match. Effectivement, c'était la trouille du match. Je partageais la chambre avec Tommy. Je suis allé avec lui. J'écoute, je me sens pas bien. J'étais, non, tranquille, ça va passer. Tu veux jouer à la Coupe du Monde? Non, je dis oui. Alors, on y va. Donc le jour du match, moi j'étais dans mon élément. On sait que le chef de l'État est là. En fait, personnellement, je sais qu'il est là. Mais je n'ai pas le temps d'aller voir, oh, il est ici où? Oh, ma famille est assise où? Non. Je suis dans mon élément. Comment je vais faire pour apporter quelque chose à la sélection? Même le jonglage de Diego Maradona, moi je ne l'ai pas vu. On commence pas mal le match. Après, il y a un ballon sur le côté, Mfede, qui le repose en paix. Il prend. Il élimine 1, 2, 3. African champions, but it's easy to underestimate them. That was a good little move by Mafede, and Oman Bayi seeking to get through there and cause an early embarrassment for Argentina. Donc on peut les dribbler nous aussi. La confiance remonte. Le bloc, l'équipe qui était bas, on commence à remonter. Dans notre esprit, il fallait défendre tous. Tu comprends, hein? Ready with the corner for Cameroon. Argentina eventually getting it away. La deuxième mi-temps commence. On est toujours dans notre constatation, dans l'engagement. Il y a un ballon sur le côté. Kanabi qui suit Kanidja. Il se prend les pieds. Carton rouge. Up as far as Budachaga. And looking in this second half for the pace of Kanidja to open up the way for him. And there goes Kanidja. Kanabi eats after him, brings him down. That could be a problem for the defender. It's a red card. Là, à 11, c'était déjà difficile. Imagine, à 10. On continue à jouer. Makanaki et il va sur le côté. Il est fauché. And Wally will take it. Makanaki brought down. It's a free kick. C'est Mfede qui doit tirer le coup franc. Un ballon rentrant. Mais les entraîneurs décident au banc de touche de changer. Renforcer le milieu de terrain, puisqu'on a perdu un milieu de terrain, renforcer un milieu qui va travailler, qui est encore frais. Donc on sort Féfé. Libi Thomas entre. C'est Koundé qui va tirer. Koundé, c'est un droitier. Comment se positionne-t-il pour tirer le coup franc du pied gauche?
Sachant que même s'il a une force de frappe, avec son pied gauche, ça ne peut pas arriver au deuxième. Donc je lui dis premier. Je suis placé Makanaki. Makanaki voit que je dis premier, mais il anticipe. Il va au premier. Koundé tire le ballon au premier. Donc Makanaki va dans le duel avec le gars et c'est à cette action où le ballon est dévié. Donc ça revient. Donc moi je pars, comme je voulais aller au premier, je pars, je vois le ballon aller au deuxième, en hauteur. Donc des yeux, tac, 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 je vais chercher le ballon. J'arrive, je rabats, pas fort le coup de tête, mais il est cadré, donc avec un rebond, le gardien, au lieu d'aller avec une protection, donc il est plutôt parti et ça passe. 1-0. So the free kick. Loaded up in the air. Oman Beek is there. Oh, it's a goal! Je me rappelle, Féfé n'était même pas encore assis au banc de touche, que là on marque. Alors tu as envie d'enlever le maillot, tu as envie de fêter, tu ne sais même plus. Donc au bout de 10 pas, 5 pas, il y a toute l'équipe qui est sur toi. Oh, tu entends des cris et tout, et tout, et tout. Alors tu es en bas, tu respires, tu viens de faire l'effort, tu as envie de prendre un peu d'air. Mais tu sais aussi que le match n'est pas fini. On s'est relevé, on est reparti. Ça n'a pas mis long. Massing, qui les repose en paix aussi. Deuxième carton rouge. À 9. Argentina just cannot get themselves going. But here's Canija. He's hurdled past one, he's got past another in the last minute of this game. Ingo smashing, oh, and he won't get past that challenge. And the referee surely will do something about that. It could well be a red card. Alors vous pouvez imaginer à la fin du match, quand l'arbitre ici, Vautour, il siffle la fin du match, la délivrance. Down to 9 men. But it's all over now. And the 1990 World Cup Roger Mila la balle. Roger Mila Ndondo. Balle avec toi, Yaya. Chipalo Chipunza. Fede. Onana. Tatao. Magua. Omandi. On ne me laisse même pas le temps de fêter la victoire qu'on vient me chercher à la sortie là. Écoute, tu as été désigné meilleur joueur du match. Le temps d'aller aux interviews, les autres sont en train de faire la fête dans les vestiaires. Au moment où je pars de là-bas, ils sont déjà dans le bus en train de m'attendre. Bon, comme on avait l'habitude, les chants dans le bus, les danses. Et ça a continué puisque les familles étaient déjà à l'hôtel pour nous attendre, partager ce moment, cette journée extraordinaire. Et tout de suite, quand tu sais, la prime de match est payée tout de suite. Comment tu ne peux pas être motivé pour continuer? Près de finale d'une Coupe du Monde. Au stade San Paolo de Naples, ils sont éliminés de justesse par l'Angleterre, 2-3 après prolongation. Pour le buteur historique, la vie poursuit son cours, mais rien n'est plus pareil. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est le regard des autres qui change. A dose em 1900 da equipe catalã, tendo como característica vão levar gol durante 496 minutos antes de encerrar sua carreira de jogador. 3,95 foram 7 melhor jogador africano em 82. C'est en voyant jouer Thomas Nkono que j'ai eu envie de devenir gardien de but. Cette confession est de Gianluigi Buffon, célèbre gardien de but international italien. Tout comme Buffon, Thomas Nkono a fait rêver toute une génération de Camerounais. Thomas Nkono est l'un des meilleurs gardiens du Cameroun. En tant que gardien de but, il n'y avait pas son pareil. Donc c'est l'un des meilleurs gardiens de tous les temps.
Le 20 juillet 1955, naissait à Dizangué, à 25 km d'Edea, dans la Sanaga maritime, l'un des meilleurs gardiens de but que le monde du football ait connu. Dernier d'une lignée de 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles, issus d'une famille modeste, il se découvre très tôt une grande passion pour le football. Je me rappelle bien, étant jeune, avoir la capacité de faire 25 km pour aller jouer le football à Edea. J'ai failli signer, disons, à Sphinx d'Edea, mais 2 jours avant la fermeture des dossiers, on est venu me récupérer pour aller à Douala, où j'ai retrouvé ma grande sœur, et à partir de là, j'ai signé dans Éclair de Douala. J'ai toujours aimé le football, j'ai toujours joué, disons, dans la rue. Et grâce à mon grand frère, c'est grâce à lui que j'ai opté à être gardien de but, parce que quand on était jeune, je marquais les buts comme attaquant et je revenais comme gardien en arrière pour les défendre. Donc ça fait que grâce à ça, lui, il a eu, disons, cette vue que je pouvais, disons, être un gardien. C'est pour ça qu'il m'a presque obligé à être gardien de but. Pas spécialement brillant à l'école, il dispose d'une grande faculté d'adaptation en toute situation. À 19 ans, il garde déjà les buts du Canon de Yaoundé. Sa rencontre avec Vladimir Behara, ancien gardien de but yougoslave et nouvel entraîneur des Lions Indomptables, marque un tournant important dans la carrière du jeune prodige. Il sera son premier professeur, le seul qui, en janvier 1976, le met en réserve afin qu'il ait le temps de simplifier et de mûrir son jeu. Le Cameroun a beaucoup de chance d'avoir eu de grands gardiens sans avoir eu à travailler, disons, ce poste de gardien de but. Parce que c'est un poste spécial, c'est un poste différent des autres, où il faut savoir, disons, avoir un moral différent des autres. Moi, dans ma carrière, jamais je n'aurais su que je pouvais être double ballon d'or africain, par exemple. Je crois que je suis le seul gardien d'Afrique, disons, à pouvoir réussir à le faire, ou l'avoir obtenu. Bon, c'est grâce à mes compagnons, grâce à mes efforts aussi, grâce à mes sacrifices, parce que ceux qui sont ou ceux qui doivent arriver, disons, à l'élite, doivent parfois sacrifier beaucoup de choses. Juin 1982, la Coupe du monde du football se joue en Espagne. Le Cameroun compte dans son équipe 9 joueurs du Canon de Yaoundé. Le pays termine la compétition sans concéder la moindre défaite, au bout de 3 matchs d'un premier tour, au cours duquel seul Graziani, l'Italien, réussit à battre Nkono. Ce 23 juin-là, le gardien camerounais, capitaine de l'équipe, s'incline de justesse à la suite d'une glissade. Il est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens du tournoi et si le Cameroun termine invaincu, c'est en grande partie grâce à lui. Sa carrière internationale démarre alors après cette brillante prestation au Mondial 82. On arrive en Espagne avec une équipe qui avait une grande maturité, une grande expérience dans les compétitions africaines et qui avait, disons, je crois, 2 ballons d'or africains. Et ici en Espagne, on a fait découvrir au monde entier que
où se trouvait le Cameroun. Grâce à notre football, grâce à nos qualités. Et à partir de là, j'ai été sélectionné dans l'équipe du reste du monde. Vous savez, après chaque Coupe du Monde, il y avait un match de gala qui se jouait, qui était le reste du monde contre l'Europe. Donc nous étions 2 joueurs, donc Bellomy et moi, sélectionnés dans l'équipe du reste du monde, donc qui s'est joué à New York. Quelques mois après le Mondial 82, il intègre l'Espagnol Barcelone. Tout se passe plutôt bien la première année. Mais l'année d'après, il fait face à des difficultés liées à sa non-culture de l'entraînement. Je me rappelle toujours que j'avais dit à ma femme, je pars, disons pour un mois, je reviens vous chercher dans un mois. Mais vous savez, c'est pas... En l'an 82, ce n'est pas comme aujourd'hui, où il y avait plein de... Aujourd'hui, tout est différent, alors qu'en Espagne, il n'y avait que 2 chaînes de télévision. Donc, je ne dominais pas la langue, j'étais à l'hôtel, et une semaine après, j'étais obligé de dire au club qu'il fallait que j'aille chercher ma famille. Donc, j'ai été accompagné par un membre du club pour que j'aille chercher ma famille à Yaoundé. L'intégration après a été beaucoup plus facile avec la famille et ça a été une intégration normale. J'avais joué presque 3 années suivies, sans repos. Et quand je suis arrivé la première année, j'ai dit bon ok, je vais me reposer. C'était une grosse erreur parce que j'avais pris presque 2 ou 3 kilos de plus. Et quand je suis revenu ici, on avait 3 séances d'entraînement. Ça a été, disons, l'une des périodes les plus difficiles de ma carrière, ce qui m'a fait apprendre beaucoup de choses par rapport à la culture de l'entretien. Donc à partir de là, j'ai entretenu mon corps pendant les vacances. Ça fait que je me levais presque tous les matins à 7 h du matin pour aller faire mon footing. Je revenais et ça a fait que j'ai continué ma carrière sans problème. Toujours sociétaire de l'espagnol, il participe tout de même au Mondial 90 en Italie, sous le vert rouge-jaune. Et écrit l'histoire avec les Lions indomptables, car le Cameroun attend les quarts de finale face à l'Angleterre, une première pour un pays africain, un exploit pour toute l'équipe et une fierté pour celui qui devait être remplaçant au poste de gardien de but. Le Mondial 90, à part confirmer, disons, ce que j'avais déjà fait avant, c'était aussi être prêt, disons, comme personne dans une difficulté ou dans des difficultés que moi personnellement j'avais vécues durant cette préparation. Savoir, disons, être préparé malgré que l'entraîneur vous dit 1 mois avant que vous ne serez pas titulaire. Être, disons, prêt, disons, à aider Joseph Andoibel qui était supposé jouer au premier match. Donc pour moi ça représente, disons, être solidaire, être prêt pour pouvoir donner le meilleur de soi-même le moment venu. En ces années passées dans le club espagnol, Thomas Nkono a formé une bagatelle de gardien de but. Un projet qui nourrit également pour l'Afrique en général, mais au Cameroun particulièrement. Il n'y a pas 2 ans, il y a un de mes poulains qui a été payé par la Roma
30 millions d'euros. C'est la seule chose que je regrette de n'avoir pas réussi à faire, disons, en Afrique. C'est mon rêve. Dans ma tête, je suis jeune et j'aimerais, disons, qu'il y ait un gardien, disons, qui puisse coûter, formé par moi, coûter, disons, cet argent. Ça rapporte, disons, pas seulement au club, ça rapporte, disons, ça donne beaucoup de choses, disons, à un continent. Moi, par exemple, quand j'ai formé Didier Ovono, qui est gabonais, c'est le seul gardien, disons, que le Gabon a eu. C'est moi qui l'ai formé ici en Espagne. Donc, je crois que l'une des choses que j'aimerais faire pour terminer, c'est essayer de collaborer dans la formation, disons, des formateurs, des gardiens de but, surtout en Afrique, parce que quand j'essaie de voir, disons, les matchs qui se déroulent en Coupe d'Afrique, j'observe qu'il y a, disons, un manque, disons, dans la formation et nous ne nous rendons pas compte, ou ceux qui devraient, disons, prendre ces décisions ne se rendent pas compte qu'il y a un grand chemin, disons, un grand chantier, disons, dans ce domaine-là, disons, à faire. Parce que nous sommes les oubliés, disons, du football. Je n'aime pas qu'on dise que je suis là parce que j'ai été. Je crois que je tente de prouver de temps en temps par rapport à mon rendement, par rapport au rendement de mes gardiens, que j'y suis parce que j'ai un niveau pour pouvoir donner ou transmettre, disons, à ce poste, disons, qui est très très exigeant aujourd'hui. Je dois retransmettre, disons, des valeurs que moi j'ai appris, des valeurs, disons, de travail, de sacrifice, d'amour du maillot. Ça fait que je représente beaucoup de choses par rapport à ce club. Pour les jeunes footballeurs, je peux juste leur dire de faire un choix. De faire un choix, pourquoi? Parce que pour arriver à être meilleur, pour arriver à être professionnel, il faut abandonner beaucoup de choses. Parce qu'à la fin, grâce à ça, grâce au choix, disons, des uns et des autres, on arrive, disons, à atteindre des objectifs que personne ne peut s'attendre. Avec 112 sélections entre 1976 et 1994, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984, finaliste en 1986, il prend part à la Coupe du Monde en 1982, 1990 et 1994. De ce riche parcours, il n'a aucun regret. Il en a d'ailleurs tiré les meilleures leçons de vie. J'ai réussi, disons, à atteindre des objectifs qu'au départ, je n'attendais pas, je ne savais pas que j'allais les atteindre. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte aujourd'hui quelle chance ils ont de pouvoir jouer avec des godasses. Nous ne jouions qu'avec les godasses le dimanche. Donc moi, je m'entraînais nu-pied. Je m'entraînais nu-pied. Ça m'a permis peut-être de frapper bien le ballon, de sentir beaucoup plus le cuir et arrêter beaucoup plus les ballons avec les mains alors que je n'avais pas de gants. On avait quoi comme prime d'entraînement?
même pas 100 francs. Moi, je me rappelle que j'allais faire le footing quand je commençais, 25 francs CFA. Tout ce qui est venu après, c'était que l'effort. Mais je dis bien qu'il n'y a que dans l'effort, dans le sacrifice, qu'on peut atteindre les objectifs. Nombreux sont ces chefs d'entreprise qui ont peur d'effectuer des déplacements parce qu'ils ne savent pas comment déléguer des responsabilités. Comment déléguer des responsabilités sans pour autant perdre le contrôle? Le coach Roland Kwemen nous éclaire, c'est le coaching. Regardons. Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Comment déléguer efficacement sans perdre le contrôle? Pourquoi devons-nous déléguer? Quand devons-nous déléguer? À qui devons-nous déléguer? Surtout, comment devons-nous déléguer? Je suis sûr, chers leaders, voilà quelques questions que vous vous posez au quotidien dans ce processus de délégation. Déjà, c'est quoi la délégation? Déléguer est le fait de confier, de transmettre une mission, une autorité, un pouvoir à une autre personne. Dans une organisation où la délégation est menée correctement, les collaborateurs et les autres parties prenantes, ainsi que le top management, sont plus responsables, plus compétents, mais surtout beaucoup plus autonomes. Cependant, la délégation ne veut pas dire se débarrasser de certaines tâches et laisser les collaborateurs livrés à eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut procéder d'une manière réfléchie, méthodique et surtout s'assurer d'accompagner la personne dans son nouveau rôle, la soutenir, l'accompagner vers le succès et non vers l'échec. Car déléguer ne veut pas dire piéger le collaborateur. Comment déléguer efficacement en 6 étapes? En 1, il est important de définir les responsabilités et les tâches que nous voulons déléguer. En 2, il est important d'identifier le moment favorable, c'est-à-dire se rassurer que la personne à qui nous allons déléguer un ensemble de tâches ou une mission, cette personne est prête et que le vent est favorable. En 3, il faudra identifier la personne. Qui est-ce que nous voulons déléguer? Pourquoi nous voulons déléguer à cette personne? Pourquoi cette personne? Quelles sont ses compétences? Est-ce que c'est une délégation qui se fait sur la base de la confiance, la loyauté ou sur la base de la compétence, la connaissance? En 4, il faut définir le cadre général de cette délégation. C'est très important de baliser le chemin et que toutes les parties prenantes soient au courant. Pourquoi on a choisi Pierre et non Jacques? Et sur cette base, qu'est-ce qu'on attend de cette mission de délégation? En 5, il faudra accompagner, mais surtout communiquer, pas à la fin du processus de délégation. C'est-à-dire rapidement, si jamais il y a un challenge, c'est de corriger. Si jamais il y a des difficultés, c'est de communiquer. La communication dans ce processus est très importante, mais surtout soutenir non seulement la personne que nous avons déléguée, mais surtout soutenir cette personne dans ses difficultés. Et enfin, il faut évaluer la démarche. Si c'est une délégation, par exemple, d'1 mois, peut-être après 1 semaine, faire le point avec la personne. Ça peut être par email, ça peut être au téléphone et tout, mais c'est un processus d'accompagnement. Chers leaders, nous sommes arrivés au terme de notre session sur la délégation efficace. Je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. On peut tout déléguer dans la vie, sauf les responsabilités. En réalité, qu'est-ce que cela signifie? Que nous sommes amenés à déléguer. Mais cependant, s'il y a un échec, le responsable doit assumer et non la personne à qui nous avons délégué. Les leaders sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas performants. C'est pour ça
que je vous invite à passer de la motivation à l'action. Et c'est sur cette belle note du coach Roland Quémen que Carrière s'achève à ce jour. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans un mois. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.